comme international, nous allons revenir sur la crise ukrainienne, une crise malheureusement pas terminée sur tous les fronts, mais qui est pas mal avancée déjà en matière de gestion des taux. Et on va en parler avec William Gerlach, vous êtes directeur général de IBAN First. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la crise ukrainienne en termes de crise taux? Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers jours, on va dire le 24 février? Alors le 24 février en soir, il y a eu la Russie donc, qui a envahi l'Ukraine. Dès le lendemain, ça s'est traduit par de forts mouvements sur le marché d'échange, avec une baisse notamment sur l'euro-dollar de plus de 2 centimes. Et dans les jours qui ont suivi, beaucoup de banques et de marchés financiers ont arrêté de traiter le rouble. Juste, je vous interromps. IBAN First, vous faites quoi exactement et pourquoi vous êtes retrouvé, j'ai envie de dire, au premier rang de ce fronton? Alors, IBAN First, on est un établissement de paiement spécialisé dans la gestion en devises pour entreprises et on a créé une plateforme à laquelle nos clients ont accès à des comptes multidevises. C'est des comptes qui sont ouverts au nom de la société auprès d'IBAN First, qui fonctionnent comme des comptes bancaires traditionnels. Cette plateforme, elle est directement connectée au marché du change, ce qui permet à nos clients d'acheter et de vendre des devises et de lier ces opérations de change à des opérations de paiement. D'accord. Donc, ils peuvent recevoir et émettre des paiements à l'international en multidevises et on les accompagne également sur des gestions de politique de risque de change à travers la mise en place de couverture. Et on avait justement certains de nos clients qui sont exposés avec des contreparties localisées en Ukraine et en Russie qui avaient mis en place des couvertures de change. On avait aussi des sociétés qui travaillaient avec des sociétés directement en Russie en monnaie locale, le rouble. Et dès le 25 février, on a fait un gros travail de collection de data chez IBAN First pour regarder d'une part quels étaient nos clients qui avaient des roubles sur leur compte IBAN First pour les cataloguer. Et secondement, regarder tous les clients qui avaient des contreparties ukrainiennes et russes avec lesquels ils travaillaient parce qu'on anticipait que dans les quelques heures qui allaient suivre ou les quelques jours qui allaient suivre, les flux monétaires à destination de ces deux pays allaient devenir très compliqués. Et du coup, on voulait contacter ces clients-là pour faire un point avec eux sur l'exposition qu'ils avaient vis-à-vis de ces contreparties et sur les couvertures qui étaient en place, savoir si elles étaient attachées ou non à ces contreparties-là pour mener un plan d'action dédié avec eux. Alors, juste un point, si on remonte un peu en arrière, est-ce que certaines entreprises, certains groupes avaient senti la situation se tendre et avait commencé, peut-être sans même vous en parler, mais à rapatrier des fonds, à changer des fonds, à déboucler des opérations en se disant « oh là là, ça se tend », les Américains l'avaient dit, ou est-ce que c'est vraiment au discours de Poutine dans la nuit du 24 qu'on a pris la mesure de ce que ça représentait? Je pense que ça a été un effet de surprise pour tout le monde et pour les acteurs financiers également. Sinon, on n'aurait pas eu de tels mouvements au final sur les devises. Le rouble s'est déprécié de plus de 30-40% en l'espace de quelques jours. Donc si ça avait été anticipé par différents acteurs, ils en auraient déjà constaté de forts mouvements quelques jours avant, ce qui n'a pas été le cas. Donc peut-être que certaines sociétés s'y préparaient et avaient un plan d'action d'urgence au cas où ça allait arriver. Chez nos clients, ce n'est pas quelque chose qu'on a constaté en tout cas. Je pense que certaines personnes en Russie haut placées s'y attendaient et en fait on remarque avec le passé que certains fonds avaient déjà prêté des opérations. Exactement, donc je pense qu'il y avait un cercle fermé qui était bien informé, mais en tout cas tout ce qui était côté Europe de l'Ouest, non, je pense que c'était une surprise pour tout le monde et c'est ce qui fait que beaucoup de sociétés se sont retrouvées coincées du jour au lendemain et devoir prendre des mesures assez rapidement. Alors reprenons la chronologie, vous avez parlé 24, 25, voilà, quelles ont été les étapes et comment est-ce que ça s'est passé en moins d'une semaine en fait? Donc 24 mars, donc, la grande surprise pour tout le monde, donc le 24 février. Donc le 25 février, du coup, gros plan d'action chez nous. Quelle exposition on a, à combien on est exposé et qu'est-ce qu'on fait avec nos clients et quelle communication on a avec eux. Est-ce qu'on est les premiers à agir d'une manière assez dure et stricte
quitte à ce que ça déplaise à nos clients, ou est-ce qu'on va être les suiveurs et on va regarder ce que font les autres et on va essayer d'être plus souple et de ne pas paraître pour les méchants. Et en fait, on a voulu anticiper au maximum cette crise et on a, dès le lundi matin, donc après toute la collection de données, on a travaillé très tard et tout le week-end pour établir du coup une liste d'actions auprès de nos clients. Donc, la première chose qui était à faire, c'est de contacter en priorité tous les clients qui avaient des roubles chez nous pour leur dire voilà, là on a un accord avec nos partenaires pour vendre du rouble. Forcément, le prix n'est pas attractif. Au moment où vous récupérez des euros ou une autre devise, mais vous n'avez pas à avoir des roubles qui vont être figés sur un compte. La perte de 30%, elle s'est opérée sur combien de jours ? Elle s'est opérée sur, au bout de 2-3 jours, on était à une perte de 25-30%. C'est ceux qui ont dégainé le premier jour vraiment qui ont perdu. Oui, bien sûr. En fait, c'est parce que le marché, dès le lundi matin, s'est retrouvé dans un seul sens, en fait, qui était de vendre du rouble pour acheter des monnaies. Donc, comme on n'allait que dans un seul sens de flux financier, la monnaie se déprécie. Alors, la Banque centrale russe a essayé d'injecter énormément de liquidités pour contrebalancer cet effet de dépréciation de sa devise, mais à un moment donné, elle n'est pas plus forte que le marché du change. Donc, forcément, ça a un impact direct sur la monnaie. Et donc, on a contacté nos clients. Je pense que 80% de nos clients on dit ok, vous avez raison, on vous suit, et donc on convertit leur rouble dans une autre devise plus liquide. Et certains ont voulu attendre et temporiser. Ils se sont retournés vers nous le mardi matin en disant non, en fait ça empire, on va y aller. Le mardi matin, on a pu continuer à passer quelques opérations et le mardi après-midi, c'était fini, on ne pouvait plus passer d'opérations et on s'est retrouvé avec un ou deux clients bloqués malheureusement qui ont des roubles sur leur compte et qui ne peuvent que les regarder. Opération bloquée parce que les banques contreparties ne pouvaient plus faire d'opérations. Enfin, où est-ce que c'est chez les banques intermédiaires? Où est-ce que ça a bloqué? Ça bloque c'est un effet des mesures européennes, hein? Ça bloque à deux niveaux. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, on n'a plus la capacité, nous, d'arriver à vendre du rouble pour le convertir en euros avec certains partenaires actuels. On a un partenaire avec lequel on peut arriver à vendre du rouble, mais le problème c'est que ce partenaire en fait ne possède pas les roubles. Donc on doit lui envoyer les roubles que l'on a pour effectuer l'opération de change avec lui. Donc là, je ne vais pas vous demander le nom du partenaire, mais on est d'accord, vous parlez d'institutions financières basées dans la sphère russe. C'est ça le partenaire, ou ça peut être des partenaires français? Non, c'est un partenaire localisé en France qui a encore de la liquidité pour convertir du rouble. Mais en fait, on n'a pas la capacité de lui envoyer les roubles, puisqu'en fait, on ne peut plus Ils sont là-bas, bien sûr. On ne peut pas rapatrier les roubles. Non, exactement. Les flux sont gelés, donc en fait, on n'a plus la capacité, malheureusement, aujourd'hui, de convertir les roubles. D'accord. Alors, on est arrivé là, on était le mardi après-midi, donc le 25. Ouais. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'autre plan d'action qu'on a mené, c'était aussi de contacter tous nos clients qui traitaient des contreparties ukrainiennes et russes dans d'autres devises du coup, que les monnaies locales. Donc, il y a beaucoup aussi de flux qui se traitent en dollars américains, notamment avec ces deux pays-là. Et on leur a dit, écoutez, nous, les flux avec la Russie, on arrête. Les flux avec l'Ukraine, on arrête aujourd'hui parce que vous allez envoyer de l'Ukraine, mais on ne sait pas entre quelles mains ça va atterrir, malheureusement, au regard de la situation actuelle. Ça c'était très, très dur à faire comprendre, à faire passer comme message auprès de nos clients, parce qu'on était les premiers à prendre le pli, en fait, dès le lundi matin, à dire on arrête les flux avec l'Ukraine. Et donc, on a fait, écoutez, vous avez des positions de couverture. Est-ce qu'elles sont liées avec vos contreparties ukrainiennes, russes? Si oui, est-ce que vous voulez qu'on les retravaille? Est-ce que vous voulez voir pour qu'on puisse les annuler? Pour pas du coup conserver des positions qui pourraient vous mettre dans une position délicate dans les semaines ou mois qui viennent en fonction de l'évolution du marché d'échange. La suite nous a donné raison puisque toutes les banques en fait ont arrêté de processer les virements vers l'Ukraine. Donc du coup, je pense que ça a été apprécié par nos clients puisqu'on a été en effet au début à arrêter les virements, mais on a aussi les premiers à les contacter pour les sensibiliser sur ce sujet-là et pour éviter qu'ils se retrouvent coincés entre le marteau et l'enclume et ne plus avoir d'échappatoire. En gros, c'est une crise en termes de marché d'échange. Ça aura duré quoi, 4 jours? Il y a eu de forts mouvements qui ont eu lieu en effet entre
entre le vendredi 25 et le mardi 1er, mercredi, Ouais, c'est ça, 25 mardi, premier, ouais. mardi 2 mars. Et après, il y a eu après les flux, l'euro-dollar, qui est la devise un peu phare en fait, qui rythme le marché d'échange, a cassé à 1,08 à un moment donné. Je pense que c'était un niveau qui était descendu un peu trop bas, parce qu'il y avait une très forte aversion au risque, une très forte avancée des armées russes. Là, on voit que la situation s'enlise un petit peu, ce qui fait que le marché a corrigé. L'euro s'est un peu renforcé sur les marchés et on retrouve un marché qui est moins volatile et moins sensible à l'environnement de la guerre qui se passe actuellement dans l'Europe de l'Est, puisque c'est une donnée, c'est un fait, malheureusement, qui est intégré par le marché et du coup qui ne stresse plus le marché, puisque voilà, la situation existe, la situation s'enlise. Donc les choses qui pourraient faire animer le marché d'échange seraient un cessez-le-feu, par exemple, qui est, je pense, quelque chose que peu de personnes anticipent. Donc c'est un événement non prévu. Et l'autre type d'événement qui pourrait venir animer le marché d'échange, ce serait que l'Ukraine passe totalement entre les mains de la Russie, et que du coup on ait la Russie qui vienne en front du coup de la barrière avec l'OTAN. Est-ce que la décision annoncée, je crois, hier ou avant-hier, des Russes de demander un paiement du gaz en roubles peut faire remonter la devise, ou c'est marginal? Enfin, ça peut avoir un effet sur le cours du rouble, hein? Oui, bien sûr, parce que c'est ce qu'ils recherchent au final, étant donné qu'ils ont eu beaucoup de flux monétaires qui étaient de se séparer du rouble pour se positionner vers des valeurs refuges, ou retourner vers l'euro ou le dollar américain, en essayant d'alimenter des flux inverses et en ramenant des devises acheteurs de roubles, ils vont aider à renforcer leur monnaie sur le marché d'échange et essayer de contrebalancer la perte qu'ils ont connue actuellement. Mais je pense qu'ils sont en train de mettre leur pays dans une crise économique sans précédent. Alors, tout se passe bien tant qu'il reste en Russie avec les prix en rouble, mais il va y avoir de très gros effets, que ce soit en Russie, mais aussi autre côté de l'Europe, puisque en effet l'approvisionnement en gaz, en pétrole sont des réels sujets dont on ne mesure pas réellement encore les impacts économiques. Et je pense que le premier gros acteur européen qui va se retrouver dans une situation inconfortable, ce sera l'Allemagne, qui était très dépendante de la Russie d'un point de vue énergétique. Bien sûr. Aujourd'hui, si on élargit un peu le regard, quelles sont les choses qu'il faut regarder avec attention et les points dont il faut se méfier? Aujourd'hui, moi, il y a un point où j'attire une attention et qui peut-être ne vaut rien, mais c'est quand même regarder l'euro CHF. L'euro CHF est passé sous la parité. L'euro CHF, c'est le franc suisse. C'est le franc suisse, exactement. Et on est passé sous la parité il y a 2 semaines environ. Ce qui est très. Et la dernière fois qu'on était sous la parité, c'était lors de la crise du franc suisse en janvier 2015. Ça avait fait mal avec certaines entreprises. C'était un effet systémique, très 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 fort en effet, et où beaucoup de sociétés ne se sont toujours pas remises parce qu'on n'a jamais retrouvé le niveau plancher qui était le 1,20 qui avait été fixé par la Banque nationale suisse. Et le fait d'avoir cassé ce seuil psychologique de 1, alors on est remonté depuis, on évolue à 1,02, 1,03, mais tout peut laisser croire qu'un niveau si bas de l'euro-franc, et si on continue à avoir un mouvement baissier sur cette devise, on pourrait avoir une intervention de la Banque nationale suisse. Et c'est ce que je disais, c'est que la dernière fois qu'elle a intervenu, ça avait fait pas mal de dégâts. Donc il faut rester très vigilant par rapport à ça, parce que la Banque nationale suisse intervient très peu, mais quand elle le fait, c'est inattendu. Elle a les moyens. Et ça crée des moyens, en effet. Donc c'est une devise qu'il faut suivre. Le franc suisse est une valeur refuge, donc c'est pour ça aussi qu'elle s'est énormément renforcée sur le marché d'échange. Il y a l'approche des élections présidentielles en France qui vont aussi avoir un impact pour la monnaie unique. Je pense qu'aujourd'hui, le marché price essentiellement l'élection du président sortant, mais un second tour avec un événement inattendu, un candidat inattendu, peut créer de la volatilité sur l'euro. Donc il faut rester attentif par rapport à ça. On est toujours dans une période assez compliquée avec la guerre en Ukraine, la crise des vagues de Covid et qui commencent à remonter.
peut-être des mouvements sociaux. Donc c'est des choses quand même qui sont des sujets très sensibles pour le président sortant et qui doit très bien piloter d'ici les élections présidentielles. Et le dernier sujet à suivre de près, c'est les politiques monétaires des différentes banques centrales, la Banque centrale américaine, européenne et la Banque d'Angleterre, qui doivent lutter contre la façon à laquelle on fait face aujourd'hui. 2022 va être marqué par une inflation, c'est sûr, elle va se continuer en 2023 et il va falloir avoir des politiques monétaires très strictes pour contrer cette inflation et arriver… On peut tabler sur une hausse des taux, vous n'y croyez pas? Côté américain, ça va arriver, c'est sûr. La Banque centrale d'Angleterre, elle, avait déjà anticipé remonter ses taux et commence un petit peu à freiner du coup sa remontée des taux parce qu'elle ne veut pas justement aller trop vite et forcer l'inflation. Exactement. Et au niveau de la Banque centrale européenne, le sentiment que j'ai, c'est qu'on le dit sans le dire. Ça veut dire que la Banque centrale européenne dit qu'elle ne laissera pas l'inflation s'échapper, qu'elle va diminuer drastiquement ses injections de liquidités sur le marché et que du coup, si à mon avis tout ça n'arrive pas à contrebalancer l'inflation, on fera face à une remontée des taux. Mais on le voit que ça commence déjà un petit peu à se ressentir parce que si on prend pour les consommateurs, les prêts immobiliers ont déjà commencé à remonter de 0,10%. Donc en fait, on voit qu'il y a une petite hausse des taux qui arrive un petit peu au niveau des consommateurs finaux sans avoir une réelle hausse des taux actée par la Banque centrale. Merci beaucoup William Gerlach. Merci à vous.